Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. 2 morts et 25 blessés dans un accident à hauteur de Saré-Tchali, c'est dans le département de Vélingara. Il s'agit d'une collision entre un camion et un minicar qui transportait des élèves qui se rendaient à Vélingara pour une sortie pédagogique. Monseigneur André Gueye, officiellement intronisé archevêque de Dakar, connu pour son engagement et son sérieux, il succède à Monseigneur Benjamin Ndiaye. Et puis, Journée mondiale de la liberté, de la presse, l'association des professionnels de la presse en ligne dresse un tableau sombre avec la fermeture de certains organes de presse jugés non conformes. Ibrahim Lissa Faye invite les autorités à revoir leur démarche. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, cet accident qui a fait 2 morts et au moins 25 blessés. Il s'agit d'une collision entre un camion et un minicar qui transportait des élèves donc du lycée de Saré-Tchali dans le département de Vélingara. Ces élèves se rendaient justement à Vélingara pour une sortie pédagogique. Les 2 voitures sont entrées donc en collision. Résultat des courses, 2 morts et 25 blessés. Monseigneur André Gueye a été officiellement intronisé archevêque de Dakar. La cérémonie a vu la présence du nonce apostolique ambassadeur du Vatican et de Monseigneur Benjamin Ndiaye et de centaines de fidèles. Nicolas Clément Tchao et Séléman Diallo. Voilà, donc Monseigneur André Gueye a été installé comme nouvel archevêque de Dakar, ici même à la cathédrale. À son arrivée, il a été accueilli par Monseigneur Benjamin Ndiaye et le nonce apostolique qui l'ont présenté à l'abbé Jacques-François Diouf, le curé de la cathédrale, qui lui a présenté donc le crucifix qu'il a eu à embrasser. Et ensuite, on lui a également présenté l'aspersoir par Monseigneur Benjamin Ndiaye. L'aspersoir avec lequel il se signe de l'eau bénite et asperge ensuite les assistants. Il a eu aussi à adorer le Saint-Sacrement. Monseigneur André Gueye a été donc conduit par l'abbé Jacques-François à l'oratoire du Saint-Sacrement qu'il a eu à adorer brièvement. Il s'est ensuite recueilli à la tombe de l'ancien archevêque de Dakar, le cardinal Thiandoum, qui repose désormais ici même au niveau de cette cathédrale. Alors juste après, Monseigneur André Gueye s'est rendu à la salle Billard pour recevoir le revêtement des habits liturgiques. Et juste après, la messe s'est poursuivie et donc Monseigneur Benjamin Ndiaye l'a installé au niveau de la cathèdre pour lui dire que désormais c'est à vous que revient le règne de cette cathédrale. Et donc c'est par la suite que Monseigneur André Gueye a pris la suite donc pour la continuité de la célébration eucharistique. À la fin de la célébration, tous les prêtres, mais également les fidèles laïcs de l'archidiocèse de Dakar ont prêté allégeance au nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye. Alors nous aurons bien sûr l'occasion de recueillir l'avis des paroissiens, l'avis des fidèles catholiques de Dakar qui accueillent donc le nouvel archevêque de Dakar. Voilà ce qu'on peut retenir ici à la cathédrale donc pour l'installation du nouvel archevêque de Dakar, Monseigneur André Gueye. Nicolas Clément Tchao, les fidèles venus assister à l'intronisation de Monseigneur André Gueye. Ces derniers ne cachent pas leur joie. Ils souhaitent bonne mission donc au nouvel archevêque de Dakar. Je vous propose de suivre quelques réactions. C'était une très belle célébration. Voilà. On va passer tout de suite à la cérémonie officielle. À l'issue de la cérémonie, je pourrais peut-être m'adresser à la presse. On rend grâce à Dieu pour ce nouveau archevêque qui est venu de Thiès et qui
qui s'est installé aujourd'hui par le nonce apostolique. C'est une grande joie pour nous tous qui sommes ici dans le diocèse de Dakar. Quelles sont vos attentes? Nous attendons que les choses spirituelles marchent et que le pays soit en harmonie. Je suis très heureuse. On lui souhaite un ministère fécond avec l'Esprit Saint, sous la mouvance du Saint-Esprit. Quelles sont vos attentes? Comme il a dit, toujours, être dans la continuité. Toujours dans la continuité. Tout est grâce. Nous rendons grâce à Dieu. Di ñaanal évêque bu bees bi yàlla na ko yàlla jàppale te mu gën a taxaw église bi. Merci beaucoup. Tout est grâce. Vous êtes venu en famille pour assister à l'intronisation de l'archevêque de Dakar. Vos impressions? C'est un grand jour pour nous tous catholiques. Et nous en rendons grâce à Dieu. Et nous prions pour le nouvel évêque, bien qu'il puisse accomplir sa mission. Et avec l'aide de Jésus, notre Seigneur. Vos attentes? Qu'il continue là où Monseigneur Benjamin Ndiaye a eu à faire quelque chose, donc qu'il puisse continuer l'œuvre laissée par le Monseigneur Benjamin et que l'Église puisse triompher. Impression de joie, de fierté. Notre nouveau pasteur nous a enseigné, nous a réconforté dans notre foi. Donc, comme je vous ai dit, c'est une impression de joie et de fierté. Merci pour tout. Et on lui souhaite la bienvenue. Justement, qui est Monseigneur André Gueye, nouvel évêque de Dakar, connu pour sa discrétion. Ce serviteur de l'Église a une expérience au moins d'une trentaine d'années au ministère. Il est connu pour son engagement. Monseigneur André Gueye n'est pas donc en terre inconnue. Elisabeth Rastine. Né le 6 janvier 1967 dans le modeste village de Paloyonga, André Gueye a grandi dans un Sénégal où le dialogue interreligieux n'est pas un concept théorique, mais une réalité quotidienne. C'est peut-être cette expérience précoce qui a forgé chez lui cette capacité d'écoute et d'ouverture que de nombreux Sénégalais lui reconnaissent aujourd'hui. Son parcours de formation témoigne d'une solide préparation intellectuelle et spirituelle, des études philosophiques au grand séminaire de Sébikotane à Dakar, puis au séminaire de Brin à Ziguinchor, suivi d'études théologiques à l'université pontificale urbanienne de Rome. Ce qui lui a permis, après son ordination sacerdotale le 27 juin 1992, d'assumer diverses responsabilités pastorales avec humilité et efficacité. Au sein de la conférence épiscopale du Sénégal, Monseigneur Gueye s'est distingué par son engagement remarquable pour le dialogue islamo-chrétien, une mission cruciale qui prend une dimension particulière dans le diocèse de Thiès qu'il dirigeait jusqu'à présent. Monseigneur Gueye incarne cette église africaine qui avance sans bruit mais avec conviction, confie un proche collaborateur. Vicaire paroissial à Bambey, puis à la cathédrale de Thiès, curé, professeur de philosophie, chaque étape de son ministère a été marquée par son souci constant de former et d'accompagner sans jamais s'imposer. Alors que le Sénégal traverse une période de transition politique, l'arrivée de Monseigneur Gueye à la tête de l'archidiocèse de Dakar apparaît comme un signe d'espérance. Son installation ce samedi sera sans doute l'occasion pour lui de développer ses priorités pastorales pour cette église dynamique qui, bien que minoritaire, joue un rôle significatif dans la société sénégalaise. Journée mondiale de la liberté de la presse. Les professionnels de la presse en ligne dénoncent l'attitude des nouvelles autorités avec la fermeture de certains organes de presse et la suspension des contrats de publicité. Ibrahim Lissafaï, président de l'association des professionnels de la presse en ligne, et Jean Parasantom. La presse économiquement vit des moments très troubles de son histoire. Aussi un recensement qui couronnait le tout et qui menace l'existence de 381 médias. Donc on ne peut pas dire qu'il faut se réjouir aujourd'hui de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse, parce que c'est un contexte qui est marqué, un contexte difficile,
et surtout les autorités actuelles ne comprennent pas encore les enjeux de la liberté de la presse. Pour ce qui est de la presse en ligne, oui, il y a quelques menaces quand même qui pèsent sur la presse en ligne. Ce sont les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, les journalistes qui veulent, et il y a une propension à la désinformation quand même qui menace vraiment les médias. Les citoyens qui font l'amalgame entre la presse en ligne et les réseaux sociaux, mais également aussi l'État qui ne prend pas les mesures de régulation adéquates. Mais on ne peut pas oublier aussi l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, générer un texte est très facile, et malheureusement, beaucoup pensent qu'il suffit de générer un texte pour être journaliste. Or, ce n'est pas le cas. Donc, pour vous dire simplement, en fait, que pour ce qui est de la presse en ligne, les menaces sont nombreuses et variées, et qu'il faudra réfléchir et trouver, en tout cas, des moyens pour atténuer tout ça, et surtout lutter contre cette désinformation-là qui est quand même extrêmement grave pour la stabilité de notre pays. Justement, après le classement du Sénégal, dont le dernier rapport de Reporters sans frontières, intéressons-nous à l'aspect économique qui a donc été souligné par les journalistes. Pour rappel, l'indicateur économique fait partie donc de la méthodologie de classement. Abdou Diaw, journaliste économique et directeur du magazine Le Marché, estime qu'il est temps de repenser le modèle économique des médias au Sénégal. Je vous propose de l'écouter, il est interrogé par Satou Diba. On ne peut que saluer cette belle initiative, en tout cas, qui vient à son heure. Et je pense que la presse en avait besoin. Parce qu'elle fait face à des difficultés quand même liées à une situation financière très difficile. Je pense que si vous regardez très bien les derniers mouvements dans la presse, les départs, les licenciements, la fermeture de certains comptes, en tout cas reflète une situation très difficile à laquelle fait face effectivement la presse. Maintenant, voir l'État quand même décide d'accompagner, on ne peut que saluer. Maintenant, il faudra juste faire en sorte que cet accompagnement soit efficace. Okay? Il ne s'agit pas peut-être d'injecter effectivement, à mon avis, des sous, mais aussi on accorde des financements, mais il faut qu'il y ait un suivi. Il faut qu'il y ait un suivi derrière pour que les entreprises de presse puissent quand même utiliser ces ressources à bon escient pour qu'elles effectivement l'utilisent aussi de manière beaucoup plus efficiente. Et il faut que l'État fasse un suivi avec cet appui pour rendre cet appui beaucoup plus efficient, en tout cas au profit des médias. Et ils en ont besoin parce que le modèle économique est là et qui en réalité on s'interroge sur la viabilité de ce modèle économique. Et puis le gouvernement, à travers l'ADPME, en partenariat avec le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse, lance un programme pour l'accompagnement des médias dans la relance économique du secteur. L'État va aider ces structures à se redresser et redevenir compétitives. Amadouat et Barasso. Face aux difficultés économiques persistantes, les entreprises de presse bénéficient désormais d'un programme de restructuration des entreprises de presse. Ce programme vise à accompagner les entreprises du secteur dans le redressement économique, leur viabilisation et leur compétitivité sur le marché. Donc nous sommes partis d'un diagnostic initial via Africom Media que nous avons accompagné initialement dans le cadre d'un programme. Et sur cette réflexion et sur les enjeux de l'heure, vu tout ce qui se passe avec les médias, que nous avons travaillé sur ce projet. Et dans le cadre de ce travail, nous avons mis en place des critères spécifiques sur lesquels donc, les entreprises qui étaient intéressées se sont conformées donc, aux différents critères établis dans le cadre du programme Ether et PACE d'abord, et ensuite dans le cadre du programme d'appui à la restructuration des entreprises de presse. Concrètement, cette initiative prend la forme d'une subvention couvrant 75% des coûts pris en charge par l'ADPME, tandis que les 25% restants sont assumés par les entreprises de presse elles-mêmes. Prévu pour s'étendre sur une durée pouvant aller jusqu'à 1 an, le programme s'adresse uniquement aux structures répondant à un ensemble de critères bien définis. Il est important de rappeler toutes les difficultés auxquelles notre pays a fait face, notamment la Covid-19 qui a entraîné beaucoup d'entreprises dans des difficultés.
Et c'est dans ce sens que grâce au programme PASS, donc Ether et PACE, nous avons envisagé d'accompagner les entreprises sénégalaises à pouvoir avoir beaucoup plus de compétitivité et se relever. Et c'est dans ce cadre que nous avons réfléchi avec le CEDEPS et notamment le président du CEDEPS à ce programme majeur qui va donc accompagner les entreprises de la presse à se relever, mais surtout à se structurer, à être viables et être les modèles que le Sénégal attend dans ce qui est la liberté de la presse, mais aussi la transmission d'informations justes et véridiques. 12 médias sont concernés. Selon les patrons de presse, ce soutien arrive à point nommé. La DPME est au service des petites et moyennes entreprises. Investir le champ de la presse, aider les entreprises de presse à se restructurer en ces temps difficiles, c'est une initiative que l'on salue. Dans un appel lancé à l'État, les responsables de médias ont également plaidé pour le renforcement de ce type d'initiative. Ils estiment que leur secteur de la presse traverse une période critique et nécessite un appui constant pour surmonter les nombreux défis auxquels il est confronté. Le magazine Le Marché fête ses 1 an et pour marquer l'événement, le curseur est mis sur la finance verte dans un contexte de quête de solutions économiques durables. Les experts qui se sont penchés sur la question rappellent la nécessité et l'urgence de développer des mécanismes de financement durable. Satou Diba et Barasso pour le compte rendu. La finance verte, une réponse innovante aux besoins de financement des États et des entreprises, selon le directeur général du magazine Le Marché, mensuel de référence des décideurs et des investisseurs. Nous avons quand même organisé des panels portant sur une thématique d'actualité, la finance verte et particulièrement ses produits dérivés, à savoir tout ce qui est obligations durables qui sont effectivement devenus des sujets extrêmement importants. Le marché, 12 mois, 12 numéros, c'est un challenge, un défi que nous avons essayé de réussir avec toute notre équipe. Ce n'est pas du tout évident dans un contexte où quand même le secteur des médias connaît des situations très difficiles. Mais avec l'accompagnement effectivement des partenaires, 12 mois, donc 12 numéros qui ont traité des questions liées à la finance, à l'économie, aux assurances, au marché financier. Entre autres sujets. 2 panels de haut niveau ont réuni des experts, décideurs, acteurs du secteur privé et partenaires internationaux. On nous dit le docteur Diao. Il revient sur le choix du thème. C'est vrai, il y a beaucoup de médias, il y a beaucoup de radios, beaucoup de télé, mais aujourd'hui l'économie, ce qu'on a constaté, l'économie, la finance restent les parents pauvres dans le traitement de l'actualité. Et aujourd'hui, les investisseurs qui veulent venir au Sénégal, mettre leurs capitaux, le premier réflexe c'est d'analyser le contenu des médias. L'objectif, c'est d'installer le débat, c'est de poser le débat, poser les bonnes questions pour que au moins ces questions soient portées effectivement à la connaissance notamment des décideurs, les mobiliser, les sensibiliser sur l'importance de prendre en compte effectivement ces mécanismes de financement. La finance verte, c'est vrai, elle est vague, mais au sein, vous avez des produits dérivés, comme je l'ai dit tout à l'heure, les obligations vertes, donc les obligations durables. Et donc il y a une institution de la place qui a réussi quand même à faire cette première transaction. Pour sa part, le partenaire du magazine a rappelé les prévisions de la Banque mondiale d'ici 2050. La Banque mondiale estime que 216 millions de personnes pourraient être déplacées à l'horizon 2050 en raison du climat contre 25 millions aujourd'hui. Ces effets pourraient annuler les efforts visant à améliorer nos conditions de vie. Le lac Tchad, par exemple, a perdu plus de 90% de sa superficie. Au Sénégal, les inondations ont coûté plus de 750 milliards sur 10 ans. Des centaines de milliers de personnes, de 1980 à 2008. Cette célébration du premier anniversaire du magazine économique et financier marque un tournant stratégique en mettant la finance verte au cœur des débats. L'équipe éditoriale affirme sa volonté de contribuer à la construction d'une économie plus durable et résiliente. Pendant ce temps, les commerçants du centre commercial Cheikh Ahmadou Bamba de Koloban, très remontés contre un groupe de personnes qui veulent qu'ils quittent les lieux. Pour ces derniers, ils n'accepteront pas cette situation. Une plainte d'ailleurs a été déposée en ce sens. Voici les explications de Pape Momar Ndiaye. Il est au micro de Mamoud Lamine Fati et de Cheikh Maguette Mbaye. Il y a certains riverains qui étaient dans le marché, dans l'anarchie,
qui voulaient faire leur forcing pour essayer d'intimider des gens, pour qu'ils puissent parvenir à faire un sale boulot au détriment des commerçants du marché. Les commerçants, ils ne pouvaient pas aller en Chine comme des gosses. Eux, ils achètent les deuxième main vers les shopping. S'ils viennent au niveau de la parking, si tu vas par exemple dans ton magasin, le commerçant qui a acheté son magasin à 20 millions, 30 millions, qui a des emplois à payer journalièrement ou bien mensuellement, quelqu'un qui vient, qui amène ses chariots tous les matins à partir de 7 heures, qui installe ses bagages au niveau du parking, non seulement il crée des embouteillages vers les grandes artères, on ne peut pas accepter des gosses qui viennent, qui n'ont pas un magasin au niveau de ce marché, pour nous imposer leur loi, ça ne passera pas. Le comité est là, le comité est garant des commerçants. Ça ne passera pas. Ce parking-là, c'est appartient à les livreurs du marché. Cette parking-là, ce n'est pas pour des marchands, c'est pour des motos et des motocyclistes. Nous voulons éclairer l'opinion nationale et internationale pour qu'ils sachent qu'à Colobane, il n'y a rien à Colobane. Nous travaillons. Vous avez vu, même vous êtes des journalistes. Il y a la paix ici. Est-ce qu'il y a des problèmes ici à Colobane? Mais on ne peut pas laisser des gosses qui nous perturbent, qui font ce qu'ils veulent. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Nous avons contacté le délégué général à parler avec le préfet. Ça fait longtemps, même hier, il a parlé avec le préfet. Le préfet, il avait dit qu'il va venir aujourd'hui, mais on ne l'a pas encore vu. Donc ce comité-là est souverain. Nous sommes élus par suffrage. Nous ne sommes pas dans l'informel. Nous travaillons pour le marché. Nous sommes sous le tutelle du maire. Lancement à Diamniadio de la caravane de l'agroécologie, une initiative de la dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal. d'ITAES, la caravane va sillonner les 14 régions du Sénégal avec comme objectif recueillir les doléances des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs. Il est sensibilisé. Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage s'engage à accompagner les membres de la DITAES. N'est-ce pas, Papa Karsé? La dynamique pour la transition agroécologique au Sénégal, DITAES, a lancé la caravane nationale de l'agroécologie. L'édition 2025 passera pour la première fois dans toutes les régions du pays avec une approche décentralisée et participative. Cette troisième caravane, elle arrive aussi dans un contexte de territorialisation. On parle d'étapes dans l'ensemble des régions du Sénégal. C'est la première fois que nous faisons l'ensemble des régions du Sénégal. L'agroécologie, elle ne peut pas être portée seulement par une dynamique nationale. L'agroécologie, elle est vécue, elle est mise en œuvre à des échelles de territoire et c'est pour ça que c'est important que l'on visite chaque territoire. Aujourd'hui, la volonté politique que l'on voit, que l'on entend d'atteindre la souveraineté alimentaire, elle s'accompagne d'un souhait du Sénégal d'intégrer l'agroécologie. En collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, la caravane 2025 s'inscrit dans le processus d'élaboration de la stratégie nationale d'agroécologie et d'agriculture biologique. Dans cette vision, l'agroécologie constitue un pilier essentiel à la croisée des objectifs de justice sociale, de durabilité environnementale, de transformation structurelle et de souveraineté alimentaire. Et par là, vous comprendrez que ces dernières années, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts pour promouvoir l'agroécologie, mais également les pratiques agroécologiques. Rien qu'à voir la campagne agricole passée et cette campagne, on voit l'énorme subvention que les efforts déployés par l'État pour augmenter les subventions accordées aux engrais organiques. Pour rappel, la DITAES est composée de 90 organisations qui travaillent pour la transformation de l'agriculture à travers cette caravane prévue du 5 au 25 mai. La Foire internationale de l'agriculture et des ressources animales refuse du monde. Plusieurs structures de l'État sont présentes et exposent leurs services aux visiteurs. Cette année, plusieurs innovations ont été notées. Elisabeth Grastine et Cheikh Ahmed Tidiane Diouf ont fait un tour à la Fiera. Regardez.
Stand colorés, odeur de produits locaux, entrepreneurs, visiteurs, institutions, la quasi-totalité des espaces sont désormais opérationnels et l'affluence ne cesse de grimper au fil des heures. Parmi les entités les plus visibles, la DER/FJ. Elle a fait le déplacement pour mettre en lumière les entrepreneurs qu'elle accompagne sur leur stand, exposition et surtout fierté. Donc nous sommes ici présents à la foire pour faire la promotion de nos entrepreneurs. Donc c'est un écosystème très diversifié et varié que nous avons essayé d'amener aujourd'hui à travers les transformateurs, les apiculteurs, nous avons les agritech aujourd'hui, nous avons les services notamment en ce qui concerne les laboratoires de produits cosmétiques à base de produits locaux, nous avons tout, etc. Donc on invite tous les Sénégalais à venir visiter les bénéficiaires, les exposants et venir voir ce qui se fait au niveau de la Fiera. Un peu plus loin, rattaché au ministère de l'Agriculture, l'Institut sénégalais de recherche agricole, l'ISRA, présente les avancées scientifiques dans le domaine agricole. Parce que quand on parle d'agriculture, on parle de recherche agricole et l'ISRA est l'Institut national qui s'occupe quand même de tout ce qui est recherche agricole au Sénégal. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sommes ici, pour présenter un peu les avancées de la recherche, les résultats de la recherche et qui sont en accord avec le thème de cette année qui parle de souveraineté alimentaire. Donc nous présentons les variétés qui vont jouer un rôle clé pour participer à l'atteinte de cet objectif de souveraineté alimentaire. L'Office des lacs et cours d'eau du Sénégal, l'OLAC, est également présent à la Fiera. Devant un stand soigneusement décoré de brochures, le chargé de communication digitale rappelle l'importance de leur mission. Nous, à l'OLAC, on a pas mal de projets. Voilà, des projets de mobilisation des ressources en eau sur l'étendue du fleuve Sénégal. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler d'agriculture sans eau. Donc l'idée pour nous d'être là, c'est de vraiment se dire que l'eau reste une ressource vitale et que voilà, sans eau, voilà, on ne peut pas parler d'agriculture. Entre démonstrations, échanges et découvertes, cette 25e édition de la Fiera bat son plein. Les ministères sont fortement mobilisés pour mettre en avant leurs projets et les visiteurs, eux, en prennent plein les yeux et les oreilles. Elisabeth Grastine, merci. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.